dans le chat. C'est parti. Ok, ben bonjour à toutes et à tous, s'il y a quelques hommes qui se sont glissés par là. Donc, cet atelier en visioconférence est dans le cadre de la semaine de l'égalité entrepreneuriale portée par la préfecture de Martinique et la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Elle vise à sortir les femmes qui ont moins de moyens que les autres et qui font la preuve de courage, de résilience pour entreprendre malgré les défis. Elle a lieu dans le cadre du Carrefour de l'entrepreneuriat de BPI France et de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et cette année, nous avons co-organisé l'édition avec les Amazones, qui est une association de soutien aux femmes qui, qui- qui traversent des cancers, et de 60 000 rebonds, qui est une association qui aide les personnes qui sont en liquidation à rebondir, soit dans l'entrepreneuriat ou au retour au salariat. Voilà, c'est le thème porté sur la santé. Et du coup, nous sommes soutenus par l'ARS et la CACEM, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, et la mutuelle UFR. Donc, nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien. Nous vous remercions également pour votre présence, car c'est grâce à ça que nous pouvons aussi continuer à vous proposer des actions voilà, gratuites et de sensibilisation et d'information. Cet atelier sera co-animé par moi-même. Je suis Cécile Simoneau, cofondatrice du réseau Lila, chef de projet du Carrefour de l'entrepreneuriat, donc voilà, à l'initiative de cette démarche. Et Marielle Guillaubly, si tu veux te présenter en quelques mots. Eh ben, bonjour à tous, donc Marielle Dioubli, donc chargée de mission à Martinique Développement, alias pour ceux qui me laissent Madame Étoile, donc le site qui a été développé par Martinique Développement et l'ensemble des partenaires, donc qui regroupe les aides, les dispositifs, les événements en fait du territoire, donc tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous pourrez y aller si vous ne connaissez pas encore. Donc Zétoile, donc je le mettrai dans le chat en fait. Voilà comment ça s'écrit et vous pouvez aller. Donc voilà. Et puis, je suis heureuse de faire ce webinaire avec Cécile, puisqu'on a fait déjà des petites choses sur la partie éducation financière. Donc voilà, on espère que on vous apportera des clés, en tout cas pour votre activité. On est ensemble pour une heure et quart maximum. Alors, le but, c'est d'avoir les grandes lignes, bien sûr. C'est pas du coaching individuel, donc il y aura forcément des frustrations, mais prenez des notes et ça sera des points d'entrée pour aller plus loin selon où vous en êtes aussi dans vos situations professionnelles. Donc, on va parler des clés d'un business rentable. Et oui, parce que l'incertitude financière, gros sujet hein, de stress dans l'entrepreneuriat, qui se sent concernés par enfin, le manque d'argent ou le manque de visibilité, en tout cas, comme source de stress. D'accord. Et une personne seulement. Ah, d'accord. Ça arrive. Deux. OK. Salut Pascal. OK, d'accord. Donc, je vois que ça est en train d'arriver. On commence tout de suite. Marielle, je te laisse lancer le quiz. Le petit quiz qu'on vous a préparé. Alors, en fait, voilà, quand on parle de business rentable, l'idée, c'est d'avoir déjà un petit peu vos retours là-dessus. Donc, un petit quiz, voilà, avec plusieurs bonnes réponses. Déjà, est-ce que vous arrivez à y accéder? Donc, vous pouvez scanner. Et sinon, en fait, on vous mettra le lien dans le chat. Alors, si tu peux le mettre dans le chat, parce que moi, du coup, j'ai pas le lien, Marielle. Ok, attends, je te l'ai envoyé, je le mets. Hop. Ouais. Ah bah, je viens de recevoir. Ok. Bah, si tu peux le mettre, ouais. J'ai pas accès là. Je Ok. le fais tout de suite. Super. Donc, les personnes qui ne sont pas sur téléphone, qui peuvent directement scanner, c'est parfait. Sinon, pour les personnes qui suivent sur le téléphone, on met dans quelques secondes, voilà, le quiz dans le chat. Allez-y, 2 petites minutes. Donc, tu veux un peu, dans les grandes lignes, pendant que les gens répondent, peut-être expliquer dans les grandes lignes pourquoi ce quiz, en fait. Qu'est-ce que, il y a En combien fait, d'événements? l'idée, c'est qu'on ne met pas tous les mêmes choses derrière la rentabilité. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un petit peu vos retours, voir qu'est-ce que vous mettez derrière cet aspect-là. Donc, voilà, c'est un petit quiz interactif parce que c'est toujours un peu, voilà, on fait un format descendant, mais c'est bien, en fait, d'avoir un peu vos retours.
Donc, la première question, donc pour ceux qui ont commencé un peu à répondre, donc c'est selon vous, un business rentable, c'est avant tout. Alors, je vous le remets parce que du coup, je l'ai mis ici. Alors, première question, c'est avant tout. Première réponse, une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. B, une entreprise qui couvre ses charges et garde un bénéfice. C, une entreprise qui a beaucoup de clients. Et D, une entreprise qui reçoit des aides régulièrement. Deuxième question. Pour vous, la rentabilité, c'est surtout une question de A, chiffres et calcul comptable. B, bonne habitude de gestion. C, état d'esprit et posture de dirigeante. Et D, un peu de tout ça. Donc, je laisse un peu les gens répondre, à voir en fait ce qui ressort un peu plus. Alors, je regarde à peu près le nombre de réponses. On a à peu près une vingtaine de réponses, presque 30. Alors, grande majorité sur une entreprise qui couvre ses charges et génère un bénéfice. Et pour la rentabilité, on a bonne habitude de gestion, un peu de tout ça et un état d'esprit. OK, on a quand même affaire à des personnes qui s'y connaissent. J'attends encore 2 petites minutes et puis c'est bon. C'est juste pour avoir un petit peu, vous, votre vision. Ouais, on va avancer. Puis même si y a des personnes qui répondent, C'est ça. ouais. Mais en fait, vous avez bien répondu parce que c'est ça, en fait. Je laisse Cécile revenir dessus. Mais en gros, ce qu'on va voir un petit peu pendant ce webinaire, c'est ça. C'est que, première réponse, effectivement, une entreprise rentable, c'est effectivement une entreprise qui couvre ses charges et qui génère un bénéfice. Et puis, les clés qu'on va vous donner, c'est effectivement un peu de tout ça. Un peu d'état d'esprit, un peu de bonne habitude de gestion et un peu de chiffres. Je te laisse. Exactement. Oui, merci oui, pour cette petite introduction, parce que c'est vrai qu'on a souvent, selon comment on définit la rentabilité, déjà, on peut déjà, avec ces fausses croyances, déjà se mettre en difficulté. Donc, c'était déjà bien de recadrer ce sur quoi. Donc, qu'est-ce qu'un business rentable? Une activité qui crée de la valeur durablement. Et le mot durablement est très important. C'est-à-dire qu'il couvre toutes ses charges, qui génère une marge suffisante pour rémunérer l'entrepreneur. Et attention, marge, hein, le chiffre d'affaires, ce n'est pas la rémunération. Et c'est aussi alimenter une trésorerie stable pour faire face aux imprévus et qui peut se développer sans dépendre en permanence des aides ou de la chance, d'accord, des aléas. D'accord. Donc, on sait qu'on est dans des territoires très, très fragiles, avec énormément de variations, on va dire, économique, climatique, social. Et donc, c'est vrai qu'on doit avoir des business agiles pour nous permettre d'avoir une rentabilité sur du long terme. C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Donc, la clé numéro 1, donc des piliers solides pour construire une rentabilité durable. Pour vous, donc déjà, qu'est-ce que ça serait ces piliers? Quand je vous dis piliers solides pour construire une rentabilité durable, qu'est-ce qui vous vient? Des mots-clés comme ça, hein, vite fait, petite minute là, juste pour être les automatismes, vous qui vous viennent, qu'est-ce que ça serait? Allez-y, ne soyez pas timide. OK. Affluence régulière, OK. Client fidèle, pilotage rigoureux de l'activité, super, très, très pertinent. Encore une autre personne. Des prix de vente cohérents avec le travail réel. Aussi, complètement. OK. Alors, déjà, c'est une vision à long terme. Ça se construit dans le temps et c'est un cap clair. Donc, parce qu'une vision de là où vous en êtes dans 3 ans ou dans 5 ans, ça définit des objectifs, ça définit un plan d'action et ça définit des indicateurs de suivi. Et c'est tout ça qui va faire que ça sera à la fois respectueux, à la fois pérenne et à la fois, en fait, cohérent entre ce que vous faites et ce que vous voulez atteindre. Alors, je vais continuer à répondre. Vente passive, rigueur et bonne qualité de service. Vision personnelle. Déjà, pourquoi j'entreprends et quelle vie je veux construire
grâce à mon entreprise et j'ai envie de dire aussi grâce et indépendamment. Parce qu'en fait, on a une vie en dehors de ça. Nous ne sommes pas seulement entrepreneuses, on a aussi des vies, des fois on est parents, on peut être conjoint, on peut être aidant, etc. Donc avec et en plus. La vision entrepreneuriale aussi, quelle place je veux occuper sur le marché? Est-ce que je veux devenir la référence dans un domaine précis? Et où est-ce que je veux être dans 3 à 5 ans en termes de revenus, en termes d'équilibre d'entreprise? Est-ce que je veux avoir une équipe? Est-ce que je veux travailler seule? Est-ce que je veux travailler de Martinique ou est-ce que je veux voyager dans le monde, etc. Et la vision financière, bien sûr, quel est mon niveau de revenus souhaité et quels sont mes objectifs financiers? Et cette vision, bah, elle va donner du sens, de la motivation, une direction et chaque décision quotidienne va dépendre de ça. Donc, où est-ce que j'en suis à 5 ans, dans 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine? C'est ça en fait, hein, la vision. Et c'est attention, c'est pas parce que vous en définissez une maintenant qu'elle n'a pas le droit de changer, mais du fait d'en avoir une, vous avez quelque chose de comment dire? De ciblé et surtout d'efficient en fait dans ce que vous mettez en place. Tu veux compléter par rapport à ça, Oui, Marielle? alors, ce que je voulais dire aussi, c'est pourquoi on vous a mis ces éléments-là, donc la vision personnelle, la vision entrepreneuriale, la vision financière, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez devoir défendre votre business, en fait, votre entreprise devant des financeurs, c'est les trois questions qui vont se poser. C'est-à-dire, en gros, qui vous êtes? Est-ce que je suis là? Est-ce que vous êtes la bonne personne, en fait, que vous avez les épaules pour pouvoir, en fait, gérer l'entreprise que vous souhaitez? Derrière, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Donc, quelle est votre valeur ajoutée en fait par rapport à vos concurrents, par rapport en fait au marché que vous avez analysé? Et derrière, c'est comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre activité? C'est vraiment en fait ces trois questions-là que un financeur en fait se pose pour savoir s'il va vous suivre ou pas. Donc, qui je suis? Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'offre? Et derrière, comment est-ce que je gagne de l'argent et comment est-ce que je rassure en fait le financeur, l'investisseur de tout. Donc, il faut que vous ayez vraiment cette vision globale et on n'est pas sur une vision en fait à court terme, c'est-à-dire je teste, je vois. Alors, c'est OK en fait de tester, mais l'idée, c'est d'avoir aujourd'hui en fait, c'est quoi mon objectif à long terme? Je teste, mais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est une méthode des petits pas, c'est dans un objectif à long terme. Voilà, donc ce que je voulais rajouter un petit peu sur cette vision. Alors rapidement, dites-nous si vous avez les 3 visions, 2, 1 ou 0, juste par rapport à ces 3 visions, hein. Donc je rappelle la vision personnelle, la vision entrepreneuriale et la vision financière, donc on va dire à 3 ans. Est-ce que vous avez les 3? Est-ce que vous en avez 2, 0 ou peut-être 4 parce que vous en avez peut-être d'autres? 2, les 3, super, bravo. Alors c'est OK, hein, même si vous mettez 0, il y a pas de bonne, mauvaise note, voilà, hein. On ne note pas les noms de ceux qui ont marqué 0, 3, d'accord. Bon, ben bravo déjà, super pour les personnes qui les ont et pensez à les réadapter régulièrement et les personnes qui ne l'ont pas, ça vous donne aussi déjà des premières pistes de choses à travailler, par rapport à votre business. Et c'est Ensuite, bien ça, et sûr surtout comme disait Cécile, ouais, je pardon. voulais juste rajouter, Oui, pardon. effectivement, en fait, voilà, la chose aussi, par rapport à ce que tu dis, on peut avoir un, deux, trois. L'idée, en fait, c'est que de toute façon, on est vraiment dans quelque chose qui est très évolutif. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez tout, comme elle l'a dit au départ, l'environnement, il est changeant et la vision, en fait, elle s'adapte. On a eu plein de choses, on a eu le Covid, on a eu comment on appelle ça encore, des mouvements sociaux et tout. Donc, on est tout le temps en train de se réajuster par rapport au marché qui bouge régulièrement. Donc, votre vision de base, elle est là, mais en fait, elle sera toujours amenée à évoluer comme vous-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, on peut passer à la Ouais, suivante. super. Alors ensuite, il faut bien sûr une stratégie claire parce que l'absence de stratégie, c'est aussi une perte d'énergie et d'argent. Et la stratégie, c'est pas seulement la stratégie commerciale, hein, c'est aussi de communication et même d'organisation. Donc l'offre, la stratégie sur l'offre, ce que vous vendez, à qui vous le vendez et sous quelle forme. Le positionnement, votre angle, votre différence, votre promesse, votre niche en fait, hein, dans votre marché, quelle est votre niche? À quoi vous répondez que les autres ne répondent pas? Les canaux, donc la stratégie de communication, comment vous attirez, fidéliser, faites connaître votre activité. Les indicateurs, ce que vous mesurez pour rester aligné et chiffre d'affaires, la marge, la satisfaction et l'investissement. Où est-ce que vous mettez votre énergie, votre argent pour grandir et quels sont ces retours sur investissement? Alors déjà sur ces 5 éléments, qui, aujourd'hui a en place vraiment les 5
les 5 éléments stratégiques, 4, 3, 2 ou 1, 0. Allez-y, pareil, mettez en commentaire. Ok. Pareil, ça vous Moi, je donne voudrais. d'autres pistes dans le travail. Oui, vas-y, pardon. Ouais. Je voulais dire du coup, alors pour moi, la stratégie, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, j'animais un atelier sur la stratégie marketing à Martinique Développement. Et c'est vrai que dans les étapes de la création, généralement, on va vous dire, voilà, il faut étudier le marché. Il faut derrière que vous définissiez en fait votre cible. Il faut derrière que vous définissiez en fait vos objectifs. Il faut que vous ayez en fait derrière votre stratégie, que ce soit en termes de produits, en termes de prix, en termes de distribution, en termes de communication. Et derrière, en fait, ben, l'évaluation. Donc, c'est important, en fait, voilà, que j'ai mis ça en place. Comment est-ce que derrière, en fait, je fais cette boucle de rétroaction, un feedback pour m'ajuster. Et ce qui se passe, c'est que moi, enfin, ça reste vraiment, c'est important pour moi que vous compreniez que tout est lié. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va vous demander d'étudier le marché, c'est regarder vos concurrents, c'est regarder vos clients, de les sonder, mais tout ce que vous allez leur poser comme question, en fait, ça doit servir. Par exemple, quand vous allez faire un questionnaire, je pose cette question-là, à quoi, en fait, est-ce que ça va me servir pour ma stratégie? Qu'est-ce que je souhaite vérifier? J'en sais rien, je prends un exemple sur, je veux vendre des boucles d'oreilles, on va dire ça comme ça, parce que je vois mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est quoi en fait les facteurs différenciants? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quels est les prix en fait qui sont pratiqués? Quel prix en fait? Qu'est-ce qui ferait qu'on va acheter plus les miens? Est-ce que je me positionne sur du haut de gamme, du bas de gamme? Et du coup, en fait, si je me positionne sur des boucles d'oreilles, on va dire, je vais les vendre, on va dire, en gros, 50 euros, c'est qui ma cible? Parce qu'en fait, tout ça va faire que ma stratégie ne sera pas du tout la même si je veux faire en fait du volume ou si je veux faire en fait, on va dire, de l'écrémage, c'est un peu technique, mais c'est-à-dire en gros, je cible un plus petit marché mais qui va acheter plus cher. Et tout ça, en fait, va impacter à la fois l'offre, à la fois mon positionnement, à la fois mes canaux, à la fois en fait les indicateurs que je vais suivre, mais également en fait mes investissements. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment des choses qui sont liées. On n'est pas sur des silos. C'est important que vous compreniez que tout est systémique et que du coup, en fait, les choix que vous faites ont un impact et qu'il faut regarder en gros ça, mais surtout derrière, là, c'est la partie qui est vraiment pas prise en compte, c'est comment est-ce que j'évalue l'impact de mes actions. Ça, c'est important aussi. Oui, et ce que tu viens de dire, c'est très important et même j'ai envie de dire plus, quand on rentre dans un marché, on a souvent une, une vision tronquée en tout cas des positionnements de niche. Donc ce que tu disais, est-ce qu'on fait des boucles d'oreilles spécifiquement pour des personnes qui ont je ne sais pas, des handicaps ou des allergies ou des couleurs de peau spécifiques, enfin, voilà, ou des convictions, enfin voilà, peu importe. Et en fait, tant qu'on n'est pas dans le marché, on ne peut pas forcément se rendre compte de ces positionnements de niche, de ce qui manque. Et quand on y est, c'est très important de réadapter sa stratégie pour rester cohérent. Je dis n'importe quoi. Par exemple, vous vous êtes fait un idéal que vous alliez faire que des boucles d'oreilles roses, je dis n'importe quoi, que vous allez faire que des boucles d'oreilles roses, mais que chaque boucle d'oreille, vous allez les vendre 100 € parce qu'elles sont hyper qualitatives, parce qu'elles sont faites main, j'en sais rien, d'accord? Il y a peut-être des et donc ça, c'est votre idéal que vous vous êtes imaginé parce que vous dites: «Non, mais il y a personne qui fait ça» et sauf que quand vous allez arriver sur le marché, il y a des personnes qui vont vous dire, il y a des personnes qui vont vous dire, «Ah oui, mais putain, tu fais ça, c'est super bien, mais pourquoi tu ferais pas ça?» Et en fait, il y a personne va être intéressé par votre produit, mais par contre, vous allez avoir plein de suggestions d'autres produits, voire peut-être une chose récurrente. Donc, c'est aussi important d'être à l'écoute de ça, d'être en observation pour pouvoir aussi réadapter ce que vous aviez prévu. Sauf si vous, vous êtes convaincu de votre positionnement, dans ce cas-là, c'est que vous n'adressez pas la bonne cible. Et dans ce cas-là, il faut vraiment revoir à qui vous vendez le produit idéal que vous vous êtes imaginé. Et ça, c'est très, très important de faire coïncider les deux. Et c'est souvent un des gros points de blocage des rentabilités d'entreprise. La compatibilité entre la cible et le produit imaginé. J'avance. Tu veux faire celui-là ou pas? Alors, après, derrière, la question, c'est, ben, en gros, voilà, on a une vision, on a derrière, en fait, une stratégie. Maintenant, en fait, la question, c'est bien vérifier, est-ce qu'aujourd'hui, quel est mon modèle économique? Donc, ce qu'on dit généralement, on va vous dire, quel est votre business model? Donc, en gros, vous avez plusieurs types de business model. C'est voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui, je fais rentrer de l'argent? Comment est-ce que je gagne de l'argent? Donc là, je vous avais mis en fait plusieurs types de modèles à adapter, bien sûr, en fonction de votre activité.
voilà, ça peut être de la vente directe. Donc aujourd'hui, voilà, je vends des boucles d'oreilles. Je vais rester sur cet exemple-là, ça sera facile, enfin plus ou moins facile, on va dire, je vais adapter. Voilà, je vends directement à un client, donc qui est un particulier, ça peut être également une entreprise, et du coup, je récupère financièrement l'argent. C'est de la vente directe. Je pourrais également proposer en fait un abonnement, donc en fait voilà, un abonnement annuel sur mes boucles d'oreilles, une boucle d'oreille chaque mois en fonction de vos humeurs, ce que vous voulez. Donc là, derrière, en fait, j'ai des rentrées d'argent régulières puisque tous les mois, les personnes me payent 10-20 euros pour avoir leur boucle d'oreille. Donc du coup, par ce système, j'ai des revenus réguliers. On n'est pas sur du ponctuel. Ça peut être de la commission ou de l'intermédiation. Donc là, en fait, ça va être par exemple sur de la mise en relation. Je dirais, en fait, voilà, je reste sur ces boucles d'oreilles. J'ai un pool, en fait, de créateurs de bijoux. Et derrière, en fait, j'ai un pool d'acheteurs. Et du coup, en fait, je crée une marketplace ou autre où je mets ces personnes en relation. Mais du coup, moi, je me rémunère grâce à ces mises en relation. Ça peut être un modèle du freemium. Donc, le freemium, c'est j'offre une partie gratuite. Donc, ça, par exemple, c'est Spotify. Ça va être. En fait, en gros, on vous propose un produit d'appel et l'idée, c'est que vous passez en fait à la version payante. Il y a la franchise, la licence. Donc là, voilà, vous connaissez tous. Hein, ça peut être au lieu de. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, Pinky, ProMode. En gros, vous avez déjà des modèles éprouvés. Vous allez leur reverser une partie de votre chiffre d'affaires. Et du coup, en fait, vous vous évitez toute cette réflexion sur la stratégie, la communication. Vous récupérez, en fait, et puis vous lancez. Il y a le modèle publicitaire où là, en fait, vous allez vous rémunérer uniquement sur de la publicité. Donc, on va dire, par exemple, c'est les radios, les journaux aussi. En gros, c'est vous gagnez de l'argent grâce aux publicités que vous vendez, mais le produit, en fait, est gratuit pour les clients. Bien sûr, il y en a d'autres. L'idée, c'est que, voilà, en fait, il faut que vous sachiez comment est-ce que vous générez de la plus-value et qu'est-ce que vous proposez. Ça peut être plusieurs, hein, c'est-à-dire vous pouvez très bien proposer une partie en vente directe, une partie en abonnement, ça peut être machin. En fait, vous adaptez, mais l'idée, c'est que vous ayez, en fait, les différentes typologies de modèles économiques que vous pouvez avoir. Voilà, je discutais avec Cécile, voilà, quelqu'un qui fait, on parlait voilà, de la tonte de gazon. Elle peut proposer, en fait, c'est qu'on a besoin régulièrement voilà, elle peut proposer un abonnement. Quelqu'un qui est prothésiste ongulaire peut proposer un abonnement, j'en sais rien, elle peut faire de la vente. Il y a peut-être moins besoin parce que c'est un produit entre guillemets captif. Mais voilà, en fait, c'est vous qui décidez si c'est pertinent ou pas de proposer le modèle des salles de sport, c'est ça. Vous avez un abonnement, les gens, ils sont captés, ils sont engagés sur un an, qui viennent et qui viennent pas, l'argent, il rentre. Ils sont obligés d'attendre en fait un an. Vous voyez, en fait, chacun adapte par rapport à son modèle. Tu vois, ce que je Oui, voulais dire sur cette partie-là. Je ne sais pas si tu voulais oui, rajouter c'est quelque très chose. important. Et oui, comme tu l'as très bien dit, pour le même produit, on peut avoir 5 modèles économiques différents dans la stratégie. Donc, c'est vraiment pas votre produit qui détermine votre stratégie, c'est vous qui déterminez votre stratégie, peu importe votre produit, enfin, plus ou moins, mais quand même, voilà, il y a vraiment plein de façons d'aborder la même chose. Donc, ça se réfléchit vraiment en amont et sur aussi le temps que ça va vous demander comme investissement derrière, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que chaque modèle économique va avoir des contraintes sur différents points. Et selon vous, vos zones de génie déjà et le temps que vous avez à accorder à ça, ce n'est pas forcément le même modèle économique qui sera derrière et il faudra que ce soit compatible les deux dans votre rythme de travail et dans votre disponibilité, quoi. Voilà. Parce qu'on peut avoir un emploi salarié et faire à côté, ce n'est pas forcément la même stratégie que si on ne fait que ça. Et voilà. Financement, capitalisation, continuer, Marielle. Oui, alors sur la partie, alors c'est des choses qui sont parfois aussi oubliées. Alors en fait, aujourd'hui, une entreprise rentable, elle a besoin de bases financières solides, c'est-à-dire un capital suffisant pour démarrer, des financements adaptés et une stratégie de capitalisation. Pourquoi en fait on met ces trois éléments-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on vous dit, vous pouvez démarrer une société avec 1 euro. Euh, je dirais en fait, ça, je ne conseille pas, hein, ça. Pourquoi je ne conseille pas? C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous puissiez, donc, dans vos prévisions financières, savoir est-ce que le capital que je mets au départ me permettra derrière d'absorber une éventuelle perte qui ne me mettra pas en difficulté si j'ai besoin de financement après. Je m'explique. Vous avez, je ne vais pas rentrer dans des considérations, on va dire, comptables, mais que vous compreniez bien, vous mettez un capital de départ.
je dis par exemple 1 000 euros, vous enregistrez une perte de 2 000 euros parce que vous avez beaucoup eu de charges, vos clients ne vous ont pas payé à temps ou autre, et vous avez une perte. Sauf que vous allez vous retrouver avec des fonds propres, donc j'utilise un terme technique, mais en gros, c'est la partie dans le bilan, avec des fonds propres négatifs. Vous allez voir la banque, en fait, va vous dire, ben non, je ne peux pas vous financer parce que vos fonds propres sont négatifs. Et ça, en fait, il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'il faut que, si vous avez la certitude que vous allez avoir de l'argent et que vous allez enregistrer un bénéfice, oui, vous pouvez mettre un capital social plus ou moins bas. Mais si vous savez que votre activité nécessite de gros investissements, que vous allez avoir en fait peut-être un délai pour pouvoir avoir de l'argent en fonction du moment où vous allez lancer votre activité aussi, tenez compte de ça. La capitalisation de départ de votre activité, elle est très importante. Derrière, sur la partie des financements adaptés, c'est-à-dire que voilà, vous avez des prêts d'honneur, des subventions, vous avez en fait des besoins. Donc là, généralement, ce qu'on va demander aux entrepreneurs et quand ils viennent demander du financement, c'est qu'est-ce que tu veux financer? Donc, il faut que vous ayez aussi de la clarté sur les investissements que vous voulez mettre en œuvre. Là, vous allez voir des financeurs, ils vont vous demander en fait un tableau de financement. Donc, très simplement, hein, qu'est-ce que j'ai besoin de dépenser et comment est-ce que je le finance? Donc, du coup, si vous avez la capacité, vous, de vous autofinancer, tant mieux. Maintenant, ce n'est pas toujours conseillé de pouvoir tout autofinancer, puisque du coup, vous ne bénéficiez pas derrière d'effets de levier. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser, voilà, c'est des mots techniques, mais je veux dire, je prends un exemple. Moi, j'ai travaillé à la banque, je disais aux clients des fois, vous gardez votre épargne, vous avez vous pouvez acheter votre voiture directement parce que vous avez l'épargne. Mais vous pouvez faire un crédit. Donc, c'est sûr que voilà, ça vous engage, il y a des intérêts. Mais sauf qu'en fait, vous avez cette épargne-là qui est là. Il y a un effet, entre guillemets, financier, parce que voilà, moi, je sais que là, le rapport à l'argent, c'est plus facile, en fait, de payer une échéance de prêt que de se dire chaque mois, je vais mettre de l'argent de côté. Donc, après, en fait, voilà, c'est en gros, je garde cette épargne-là qui va me permettre d'avoir un matelas de sécurité pour pouvoir, en fait, faire face aux imprévus. Mais derrière, en fait, j'ai de l'argent. De cette façon, c'est une stratégie d'investissement que beaucoup font. Maintenant, vous avez, je fais un petit point par rapport aux erreurs à éviter sur la partie des subventions. Les subventions viennent en fait après. Et en gros, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Le modèle économique ne peut pas être basé sur les subventions. Et les subventions ne financent qu'une partie du besoin. Et sachant qu'elles interviennent pour certaines après coup, sur remboursement. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous avanciez l'argent pour qu'après, derrière, on puisse vous rembourser. Donc, vous voyez, en fait, ça crée des décalages de trésorerie. Donc, si vous pensez que oui, je vais demander telle subvention ou je vais machin, il y a des délais. Derrière, vous allez lancer votre activité. Vous avez un loyer, en fait, vous êtes engagé sur un bail. Ça va sortir. Donc, il faut tenir compte de ça aussi par rapport à ça. Et une stratégie de capitalisation pour durer. Pourquoi? C'est-à-dire que vous allez avoir de l'argent. Bien sûr, l'idée, c'est que vous puissiez vous rémunérer. Mais il faut aussi penser à réinvestir. Donc, laisser aussi de l'argent qui permet en fait derrière d'avoir d'accès à des financements pour pouvoir en fait montrer que l'activité aussi, elle est rentable. C'est-à-dire que comment je vais dire ça, vous ne tirez pas tout l'argent, vous laissez quand même de l'argent pour pouvoir capitaliser, donc pour faire de nouveaux investissements, pour vous former, pour autres en fait. Et ça, c'est important de comment est-ce que je vais dire ça pour avoir l'exemple simple. L'idée, c'est de pouvoir, j'investis dans une action, on va dire ça comme ça, voilà, un investissement sur, je sais pas, une action. L'idée, en fait, c'est derrière de qu'est-ce que je laisse? Je récupère, je revends mon action, mais je sais que je perds. Soit je revends tout, soit je revends une partie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je sais que cette action, elle est rentable. J'ai 100 actions, je vais récupérer peut-être 10 actions et me verser des dividendes, mais je vais laisser 90 parce que je sais que derrière, ça va tourner. Je ne sais pas si on laisse quel pourcentage de CA pour capitaliser? Alors là, par contre, je vous avoue, je ne pourrais jamais répondre de manière, je vais dire, ça dépend de l'activité, ça dépend de plein de choses. Je ne peux pas… là, il faudrait qu'on puisse répondre un peu plus, de manière plus spécifique. Mais l'idée, ça dépend de l'activité. Vraiment, en gros, c'est en fonction aussi de votre stratégie. Parce qu'en
en fait, vous avez votre chiffre d'affaires, mais ce qui va rester à la fin, c'est le résultat, puisque vous avez toutes vos charges qui vont passer derrière. C'est quel résultat est-ce que je laisse? Comment est-ce que j'optimise mon résultat derrière? Parce que voilà, vous avez des stratégies d'optimisation fiscale aussi qui jouent. Donc voilà, je veux pas, comme on a un webinaire d'1 heure, je ne peux pas tout traiter, mais voilà. Après, derrière, l'idée, c'est de pouvoir aussi voilà, vous avez votre expert comptable qui peut vous aider là-dessus. Vous avez en fait des experts en fiscalité aussi qui vous permettre de faire de l'optimisation. Il y a des stratégies aussi d'optimisation de rémunération. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vous permettent. Moi, je sais que voilà, les gens qui décident, voilà, ils ont décidé, ils font passer tous leurs frais sur la société. Tant pis si le résultat est fait parce qu'ils ne sont pas dans une stratégie aujourd'hui, premièrement, d'aller chercher du financement. Alors que si vous êtes dans une stratégie d'aller chercher, ça veut dire qu'il faudrait mieux laisser montrer que voilà, l'activité est rentable et rassurer en fait l'investisseur. Alors, je ne sais pas si c'est moi, si vous entendez toujours Marielle, c'est... Non, ça a coupé. Ah, d'accord, c'est bien elle qui a coupé. Je me demandais si c'était ma connexion à moi. En tout cas, voilà, ce qu'elle vous disait, c'est que oui, ça dépend aussi de votre objectif derrière. Bah, ça revient à votre vision, en fait, et à votre rétro-planning d'objectifs. Et donc, bah, ça va être propre à chaque secteur et à chaque bah, situation, du coup, et aussi personnel. Voilà. Du coup, Maria, ouais, ça a coupé, donc j'ai... Ok, ça a coupé à quel moment? Quand tu étais en train de répondre. Bon, D'accord. voilà. En tout cas, voilà. J'ai juste finalisé sur ça. D'accord. Du coup, voilà, en point, c'était ne pas anticiper la trésorerie de départ. Donc, en fait, là, c'est important parce que du coup, il y a des décalages entre le moment où vous lancez votre activité et le moment, en fait, où vous récupérez vraiment les sous des clients. C'est-à-dire, parfois, on peut penser que l'activité va démarrer tout de suite. Et non, en fait, des fois, il y en a un temps de latence pour pouvoir se faire connaître, avoir les clients. C'est pour ça que généralement, c'est de nature à rassurer, bon, de toute façon, que ce soit les investisseurs ou les financiers, que vous ayez déjà, en fait, vos premiers clients. Donc ça aussi, c'est important. Donc vous pouvez, en gros, moi, c'est ce que je disais, j'avais quelqu'un qui s'était lancé dans, je vais dire, c'était du snacking, je ne sais plus ce que c'était exactement. Bref, c'était une activité de bouche. Je disais, mais en fait, vous allez participer à des salons et des foires. Vous avez en fait une première immatriculation, mais vous récupérez en fait les coordonnées comme ça. Vous avez en fait votre fichier client et derrière, vous pouvez les relancer quand vous lancez. Vous dites, voilà, maintenant j'ai mon espace. Et du coup, en fait, ces personnes, elles vont venir plus facilement que vous deviez à chaque fois faire de la notoriété autre. Donc, commencez petit, mais l'idée, en fait, voilà, c'est d'anticiper ce petit décalage entre le moment où vous lancez et le moment, en fait, où vous encaissez régulièrement. Et puis, refuser d'emprunt par peur de s'endetter ou de se porter caution. Voilà, moi, je le dis, c'est par rapport à la banque. Ils vont vous dire, c'est vraiment la réflexion, c'est la banque ne peut pas s'engager plus que vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous montrez que vous croyez à votre projet. Donc, ça veut dire qu'à minima, vous investissez. Alors, il y a des systèmes, hein, vous n'êtes pas obligé de donner votre caution personnelle, mais l'idée, c'est de pouvoir à minima, voilà, proposer en tout cas des garanties à la banque montrant en fait que vous vous engagez en fait dans votre projet. Donc, ils vont vous demander notamment un apport. Voilà, c'était un petit peu les petits points que je voulais mettre sur les erreurs à éviter, notamment sur la partie financement et capitalisation. Ouais. Est-ce que c'est Moi, je voulais juste juste de compléter? un petit complément, oui, parce qu'en fait, souvent, quand on est au démarrage d'une entreprise, il y a un peu le côté euphorique. On veut acheter plein de petites décos, un super beau logo, plein de petits détails, en fait, qui nous font plaisir, qui nous font du bien à l'instant T. Mais c'est une période où on est très fragile financièrement. Et attention à ce genre de dépenses qui pour l'instant, n'ont pas de retour sur investissement direct. Et voyez, est-ce que vous pouvez vous mettre un budget peut-être pour ça? Est-ce que peut-être que vous pouvez mettre 100 € de déco pour l'instant? Et que plus tard, ce que vous voulez faire un peu comme, on va dire, évolution, qui vous font plaisir de refaire une peinture ou je ne sais pas, peut-être le différer. Donc faire très attention à ça aussi, aux dépenses de démarrage, je trouve, qui sont souvent plus liées au côté émotionnel que le côté vraiment stratégique et qui vous pénalisent, quoi. Donc je voulais rappeler ça, parce qu'on le voit beaucoup dans le réseau et bah, du coup, après, c'est difficile à rattraper, quoi. Ouais, c'est important, effectivement. C'est quel retour sur investissement? Est-ce que cette dépense que je fais là, est-ce qu'elle me ramène du cash? Est-ce qu'elle me ramènera tout de suite ou pas? Par exemple, je prends l'exemple du site internet, du logo, des choses comme ça,
de vous faire des cartes de visite, etc., voilà, je vais vous dire, une entreprise peut tout à fait vivre sans site internet. Nous, le réseau, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas. Alors, bon, c'est pas faute d'avoir essayé, mais pour moult raisons, nous n'en avons pas. Mais pour autant, en fait, le réseau se développe. Quand j'avais mes entreprises, je n'avais pas de site internet. Les logos, ils étaient faits vite fait sur Canva, toutes seules. En fait, je veux dire que toutes ces dépenses-là, on a l'impression que c'est ça la base de l'entreprise, mais c'est pas ça la base de l'entreprise. La base de l'entreprise, c'est de tester un produit ou un service qui répond à un besoin, d'avoir des retours. On sait qu'on apporte de la qualité, on a des clients satisfaits qui vont recommander. C'est vraiment ça, en fait, sur lequel il faut mettre de l'énergie et de l'argent. Donc, Après, investir, se faire accompagner sur sa stratégie, oui. Mettre de l'argent, 500 € dans un site ou dans un logo, c'est moins rentable pour le démarrage. Après, ça dépend. Voilà, je Non, mets ça toujours dépend des bien petites sûr, mais nuances, ça dépend si vous. Mais ce qu'il y a en fait, c'est que là, la question clé, c'est toujours de savoir est-ce que cette dépense-là, en fait, elle est utile, est-ce qu'elle va me ramener, en fait, et est-ce que je peux faire, là, on va parler d'efficience, est-ce que je peux faire autant, mais en dépensant moins? Moi, voilà, je dis, il y a des fois, vous participez à des réseaux, à des salons, à des événements, en fait, vous allez rencontrer des clients potentiels, vous prenez les coordonnées et ça coûte zéro. Derrière, vous êtes, moi, comment je disais ça, c'était en gros, voilà, au lieu d'avoir un site internet, bon, on parle tout le temps des réseaux sociaux. Alors, ça prend du temps, il faut aussi se tenir en compte de ça parce que on sous-estime, mais animer des réseaux sociaux aussi, ça prend du temps. Maintenant, en fait, un mailing, ça fonctionne. Un WhatsApp dans lequel, en fait, j'envoie mes infos mon fichier client, ça fonctionne aussi. Et ça coûte zéro. Donc, en fait, c'est toujours une question d'arbitrage, en fait, entre ce que vous pouvez faire, votre ambition, et en gros vos moyens. Mais on peut faire bien avec moins. Pas obligatoirement partir dans des grandes dépenses. C'est ça qu'on essaie de vous faire passer comme message. exactement. On avance sur la clé numéro 2, sur la maîtrise de ces chiffres pour le pilotage de l'activité, justement. Alors ça, je sais que c'est la partie, je vous ai mis un petit quiz parce que voilà, vous avez compris, moi je vais rigoler, mais c'est vrai que on va avoir mon passé en marketing. Voilà, plein de questions. Alors les chiffres, je sais que c'est la partie que les gens n'aiment pas du tout. Donc voilà, généralement on la délègue à quelqu'un, à l'expert comptable, au comptable, au conjoint, autre. Maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est que je vous laisse remplir. Ah oui, il faut que je vous mette le petit lien pour ceux qui sont en... Là, l'idée, c'est d'avoir quand même un petit peu une tendance sur, voilà, qu'est-ce que vous suivez un peu comme chiffre. Je vous mets ça dans le chat. Hop. Et je regardais rapidement. Et pour vous dire qu'en gros, vous devez... Alors, moi, j'aime bien cette métaphore-là, c'est-à-dire que vous êtes pilote, vous avez en fait votre voiture, vous avez la clé. Est-ce que vous donnez la clé principale à quelqu'un ou est-ce que vous lui donnez un double? Et pour moi, en fait, c'est important que vous gardiez en fait la clé, c'est-à-dire que la personne elle va vous apporter en fait un conseil, une aide et tout, mais il faut que vous gardiez en fait la clé sur votre propre clé pour que vous puissiez en fait actionner, démarrer la voiture si besoin. Parce que sinon, en fait, vous n'êtes plus propriétaire de votre projet et jusqu'à preuve du contraire, voilà, si un machin, si vous créez une société, c'est pour gagner de l'argent. Et donc, ça veut dire que derrière, il faut que vous soyez en fait le pilote. Sinon, vous faites une activité un peu plaisir. Ça peut être de l'associatif et autres. Mais du coup, les chiffres ont moins d'importance et vous n'êtes pas obligé obligatoirement. Et quoique, parce que même en étant en association, derrière, en fait, il y a une question aussi de rentabilité qui est derrière. Donc, voilà. Ah, oui, quand même. Voilà, j'ai dit ça, mais je mets quand même ma petite nuance. Alors, je regardais du coup rapidement si vous avez répondu, voir quel chiffre, et puis voir à peu près si ça charge. Alors, qu'est-ce que vous suivez? Alors le chiffre d'affaires, les charges, la trésorerie, les bénéfices, le seuil de rentabilité. On a aussi des gens qui regardent aucun chiffre, c'est OK, mais faut que ça puisse changer à la fin de ce webinaire. Mais voilà, oui, on va dire que c'est à peu près, vous connaissez bien, on est à peu près sur 70% entre voilà, la trésorerie, les charges, la marge, le chiffre d'affaires. Sachant que, on met quand même quelque chose là-dessus, le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice. Parce que vous pouvez avoir un super chiffre d'affaires, mais si derrière, en fait, parce que le chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez facturé, mais c'est sans les charges.
Donc, en fait, l'indicateur, entre guillemets, qu'il faudrait plus regarder au lieu du chiffre d'affaires, c'est votre bénéfice. Qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois? Moi, je fais toujours ce petit parallèle là sur la fiche de salaire, ça parle à tout le monde. Vous avez, entre guillemets, le brut, c'est le petit truc tout en haut. Et puis, vous avez le montant en bas, le salaire net. Eh ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas vous dire, ah tiens, je gagne tant d'argent. Vous allez vous dire, ouais, mais en fait, moi, je touche à la fin le petit montant qui est en bas, pas celui qui est en haut. Donc voilà, tu peux passer à la slide suivante, Cécile. Les 3 éléments à connaître donc et à suivre. Du coup, tu veux continuer ou je prends le relais? Vas-y, tu peux, je vais compléter aussi. Donc, on a parlé un peu, hein, donc la marge, bien sûr, donc la différence entre le prix de vente et le coût réel, et puis les charges annexes aussi, parce qu'il y a ce que vous coûte le produit en lui-même, mais il y a aussi ce que vous coûte l'entreprise à faire fonctionner pour que ça existe. Donc tout ça, c'est voilà, il faut déduire. Et votre marge, voilà, ensuite il y a votre marge. Il y a le seuil de rentabilité, donc le niveau de chiffre d'affaires minimum pour atteindre et couvrir toutes les charges, donc fixes et variables. Donc, c'est le point d'équilibre. Ça, c'est vraiment très important de le connaître pour l'année parce que ce n'est pas seulement la boucle d'oreille, elle vous coûte 3 € à fabriquer et vous la vendez 10 €. Vous avez 7 € de marge et vous calculez par rapport à ça. Non. Ça, c'est uniquement le coût qui est lié à votre produit et ça ne va pas tenir compte de l'ensemble de votre structure. Donc, votre point d'équilibre, il tient compte de l'ensemble des frais de votre structure. Et la trésorerie, c'est de l'argent qui est disponible, hein, le cash flow, quoi, vraiment pour payer les charges et faire face aux imprévus. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez une grosse commande et que vous êtes payé à livraison et que vous avez fait en janvier et que vous allez être payé en juin, mais que vous devez avancer les frais de fabrication, les impôts, le loyer et autres, mais que même si votre équilibre est bon, parce qu'en juin, vous aurez la rentrée qui fait que ça va couvrir, en attendant, comme elle disait tout à l'heure, il faut savoir d'où vient l'argent, comment je vais débourser l'argent pour payer le loyer, mes fournisseurs et autres. Et la trésorerie, c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce qui est disponible sur votre compte pour. Voilà. Et donc, sur l'année, vous allez avoir des charges et vous allez avoir des rentrées d'argent qui ne sont pas forcément linéaires, mais par contre, il y a beaucoup de charges qui vont être chaque mois à débourser. Donc, il faut voir si vous avez des mois où vous allez être fragile en trésorerie et savoir comment vous allez l'anticiper ou le gérer. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est assez clair ou pas? Oui? Je peux donner une Ok. petite métaphore, en fait, du coup, par rapport à, voilà, j'aime bien prendre le salaire parce que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez votre salaire qui est versé chaque mois. Derrière, en fait, vous avez donc vos charges, le loyer, l'électricité, l'eau et tout ça. Donc, en gros, c'est est-ce qu'aujourd'hui, mon salaire permet de payer mes charges? Donc, ça va être le seuil de rentabilité. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, à quel moment, en fait, est-ce que j'ai mon salaire, j'ai toutes les charges que j'ai à payer chaque mois. Alors, il y a des dépenses imprévues, les trucs des enfants, les machins comme ça. Mais du coup, en fait, vous avez un seuil de rentabilité par rapport à des charges, on va dire, courantes. Donc, pour pouvoir, je ne sais rien, moi, je touche 1500 €, j'ai 1000 € de charge. En fait, je sais que mon seuil aujourd'hui, il est de 1000. C'est à ce moment-là, en fait, où j'ai l'équilibre entre mes charges et mes ressources. La trésorerie, ça va être ce qui va me rester pour pouvoir, en fait, payer. Donc, c'est le delta entre ce que j'ai reçu, mes charges, c'est l'argent. Donc, ces 500 € là vont me permettre, voilà, j'en sais rien, moi, j'ai mon frigo qui tombe en panne, je dois payer la scolarité de mes enfants, la garderie des vacances. En fait, c'est dans ça que je vais piocher pour pouvoir payer ces dépenses, en fait, imprévues. Et si j'ai un retard de salaire, du coup, en fait, cette marge de trésorerie me permettra, voilà, parce que les charges, elles passent à échéance fixe. Donc, si moi, mon employeur me paye plus tard, il faut que j'ai la trésorerie pour pouvoir, en fait, payer ces charges. Parce que comme ça, c'est plus clair pour vous. Quelle est la fréquence idéale pour suivre ces chiffres? Alors, moi, je dirais, ça dépend. Vous regardez votre compte en banque tous les combien? C'est la petite boutade, hein, il n'y a pas de règle fixe. Maintenant, je dirais à minima quand même, je pense au moins un point par semaine, un point hebdomadaire, pas hebdomadaire, un point oui, c'est ça, hebdomadaire. Pas. Hebdomadaire, c'est par semaine, je suis fatiguée. Oui, Ou c'est c'est ça. par jour? Non, c'est pas ça. Hebdomadaire? C'est- Non, Hebdomadaire, c'est par hebdomadaire, jour. c'est pas par jour. Oui, c'est ça. Donc non, c'est par Ouais. semaine. Mm. Voilà.
Et alors, c'est Euh, vraiment un minimum, mais ça va vraiment dépendre aussi des périodes, déjà. Si vous avez des périodes où vous êtes plus sensible, ça peut être quotidien, voire plusieurs fois par jour. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à vos dépenses, à vos remontées de justificatifs, plus vous le faites, comment dire, plus vous le faites tardivement et plus c'est compliqué. Alors que quand vous faites un achat, vous avez une facture, vous le mettez directement avec votre application, machin, c'est plus transparent que si vous faites tout d'un coup, que vous avez des fois des paiements différés et tout, et là, ça devient plus compliqué. On va avancer comme on n'a pas énormément de temps. c'est ça ce que j'allais dire. Mais de toute façon, c'est la bonne transition vers cette partie-là, justement, Voilà. les procédures. Parce que ça fait partie vraiment, alors si c'est la partie que les gens n'aiment pas trop, mais ce qu'il y a en fait, c'est que pour pouvoir être efficace, il faut que vous ayez en fait, alors je passe à la slide suivante, ça me permettra de, Oui, oui. comme je vois le timing, Euh, les procédures. Donc, il faut que vous ayez des procédures claires sur la commercialisation. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous sollicitez pour des devis. Alors, je sais que ça prend du temps, mais c'est le business. Alors, il y a des gens maintenant qui font payer les devis aussi parce que c'est du temps et voilà, c'est OK. Les contrats, donc les conditions générales de vente, donc les pénalités, en fait, tout ça doit être cadré dès le départ. Et il faut que vous ayez un processus fluide, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un me sollicite, je lui envoie un devis, on me renvoie mon bon pour accord, je fais ma prestation, ma facture, elle part. Comme ça, derrière, j'ai dit que j'ai un paiement en fait à 30 jours. À partir du moment où j'ai émis ma facture, le client il a 30 jours pour payer. S'il n'a pas payé, après, derrière, il y a des indemnités en fait qui vont s'appliquer. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un processus fluide. C'est vrai que quand on est seul, on a plein de choses à faire, mais automatiser, en fait, autant que faire se peut, tous ces éléments-là permet de gagner du temps et derrière, c'est ce qui permet de faire rentrer l'argent. Donc là, voilà, ça me permet de voir sur la partie facturation, demander des acomptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vous permet en fait d'avoir une trésorerie de départ. La personne, elle est engagée. Bon, l'idée, c'est quand même de faire bien la prestation dans les délais impartis, hein, je précise. Mais c'est aussi, voilà, pas supporter, pas servir de trésorerie. Mais du coup, vous avez déjà un démarrage qui vous permet de, voilà, pas trop capitaliser, surtout si vous êtes sur un temps long de prestation. Après, derrière, en termes de productivité, donc voilà, planifier en fait vos activités. Donc là, tout ce qui va être prospection, parce que ça aussi, c'est important. Les temps de repos pour les tâches administratives. Donc, prendre ce recul, regarder ces chiffres, essayer d'optimiser en fait autant que faire se peut. Déléguer des tâches aussi que vous pouvez en fait à personnes que vous pouvez, voilà, que ce soit pour la com, que ce soit pour, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour la production, voilà, si vous avez des prestataires ou encore des collaborateurs. Et puis, ce qu'on disait, voilà, moi je dis quand même 1 heure, un point de gestion mensuel pour vraiment tout regarder, en tout cas faire le bilan, mais en tout cas regarder ces chiffres, je pense, de manière hebdomadaire. Merci pour celle qui a répondu, parce que je suis fatiguée. Je pense que c'est vraiment un minimum. Oui, je voulais rajouter, quand tu parles de déléguer, il faut penser aussi à automatiser. On peut déléguer à des gens, mais on peut aussi déléguer à des logiciels et surtout les tâches répétitives. Pensez vraiment, en plus aujourd'hui à l'ère de l'IA, on a vraiment de plus en plus d'outils. Donc des fois, ça fait un peu peur, on n'est pas forcément formé, mais ça vaut vraiment le coup parce que si vous vous évitez tout un travail rébarbatif et qui en fait qui vous sort de votre zone de génie, de ce que vous apportez vraiment comme valeur à votre entreprise. Donc voilà, donc oui, on peut déléguer, mais quand on a un faible budget au début, on peut déjà automatiser et simplifier aussi, hein, des fois les procédés, les modes opératoires, voilà. Donc c'était juste le C'est petit ça. fait, Et puis même quand vous allez arriver, parce que ça aussi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent, c'est-à-dire que vous êtes tout seul au départ, derrière, vous prenez quelqu'un, il faut en fait derrière que vous soyez au clair sur comment est-ce que vous faites vos modes opératoires pour lui transmettre, parce qu'il y a un temps de transition, c'est comme un stagiaire, vous venez, il faut pouvoir lui expliquer, voilà, je fais comme ça, mais même vous, hein, à titre personnel, de prendre du recul en se disant, ben, je traite mes mails, moi, je regardais les mails, machin, où je traitais, hein, comment est-ce que je peux optimiser mon processus pour gagner du temps et prendre du recul sur la manière dont vous opérez chaque jour aussi, ça vous permet de gagner en efficacité. alors je Voilà, me on permets peut passer à la slide suivante. alors, je Ah, vais vas-y. rajouter quelque chose quand même parce que, en tout cas, beaucoup dans les micro-entrepreneuses, il y a aussi souvent un peu une idée reçue de dire si ça ne marche pas, c'est parce que ma com n'est pas bonne. Donc, je vais prendre un community manager, quitte à des fois, il y a le payer 1 000 € par mois. Et en fait, on délègue une tâche de communication, alors qu'en fait, le problème n'est pas forcément là. Peut-être que derrière, vous n'avez peut-être pas déjà de stratégie. Peut-être que la façon dont est construit votre produit, ce n'était pas suffisamment attractif. Et ça, ce n'est pas le rôle d'un community manager. Lui, il doit faire des tâches que vous avez déjà définies,
alors qu'il y a une stratégie qui est déjà éprouvée, vous avez déjà une certaine rentabilité, vous avez des rentrées d'argent qui vont permettre non seulement de le payer, mais de ramener plus d'argent que si vous le faisiez vous-même, pour que vous puissiez vous payer aussi en plus à côté. Et donc, attention à ne pas se tromper comment dire, de points à déléguer. Si vous voulez déléguer la gestion de votre entreprise, c'est qu'il ne faut pas être entrepreneur. C'est qu'on retourne au salariat. Quand on est entrepreneur, c'est vous qui gérez les problèmes et c'est vous qui gérez la stratégie. C'est vous qui pilotez votre voiture, comme elle le disait tout à l'heure. D'accord? On peut avoir des copilotes, on peut avoir des mécaniciens qui vont nous aider ponctuellement, mais c'est vous qui êtes. Et si vous voulez déléguer le commercial, si vous voulez déléguer la stratégie, c'est qu'en fait, vous voulez déléguer le côté entrepreneurial. Et du coup, il faut vraiment avoir ça en tête parce que c'est OK. On n'est pas forcément tous à tout moment de notre vie prêts pour l'entrepreneuriat. Et il n'y a pas d'histoire de que c'est mieux d'un côté ou de l'autre. Non, c'est vraiment propre à chaque personne. Mais par contre, attention à ne pas se tromper de problématique parce que je le vois, je l'ai trop vu et il y a beaucoup de souffrance derrière et comment dire, d'idéaux qu'on se construit et ça peut créer de grosses difficultés En fait, financières. Ouais. ouais, moi je suis d'accord parce que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible entre la cause et le symptôme. C'est C'est-à-dire ça. qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes sur qu'est-ce qui fait que, ok, en fait, c'est la communication, mais pourquoi est-ce que les gens ne me connaissent pas ou autre? En fait, et c'est vraiment se poser toutes ces questions-là pour poser le bon diagnostic. Et Mm. comme elle dit, on ne délègue pas, enfin, moi en tout cas, je suis très claire là-dessus. On prend un prestataire, un partenaire, un collaborateur, mais on ne pourra jamais déléguer la stratégie. Alors, vous pouvez avoir un conseil, un consultant qui va vous donner, mais derrière, vous êtes quand même le décisionnaire de est-ce que c'est adapté, est-ce que ce qu'il me propose, en fait, est bien en accord avec ma vision initiale, en fait. Donc, comme je vois que le temps est imparti, on va avancer un tout petit peu. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça. Vous avez vu vision, chiffres, procédure. Et puis, voilà, on voulait, je te, ah, bah, je suis obligée que tu regardes. Alors, passer à l'action. Parfait, je te laisse. Vas-y, vas-y. Alors, en passant à l'action, attends mince, parce qu'il faut que tu passes au slide, la slide suivante. Elle est partie? Mince, parce que c'est pas moi qui ai la main sur le Ouais, visuel. moi non plus. Bon, bah, c'est pas grave, je voulais dire en fait. Donc, vous avez en fait plusieurs pollueurs en attendant qu'elles reviennent. Donc, vous avez derrière en fait les pollueurs stratégiques. Donc, vous avez en fait derrière, donc par exemple, ça va être une offre floue qui est mal ciblée, des prix qui sont trop bas, des prix qui ne sont pas alignés en fait avec les coûts réels. Vous avez derrière un modèle économique qui est fragile, vous n'avez pas de vision à long terme, vous avez une stratégie pas de stratégie commerciale, donc vous attendez que les clients vous sollicitent. Et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'il faudrait que vous puissiez voir. Ah, super. Vous dépendez d'un seul client. Les questions que vous pouvez en fait vous poser, c'est voilà, comment est-ce que je vais revoir mon modèle économique, mon positionnement? Est-ce que je vais m'appuyer en fait sur des personnes pour revoir ma stratégie parce que j'y arrive pas tout seul? Vous avez en fait des pollueurs mentaux et émotionnels. Donc là, en fait, ça c'est vous. Donc voilà, on parlait de la vision personnelle. Le manque de confiance, la peur de se rendre visible, la culpabilité à parler d'argent, parce que voilà, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à fixer le prix. Ah oui, mais c'est trop cher, je ne peux pas, c'est un. Le syndrome de l'imposteur, le fait de, par exemple, on va vous proposer une opportunité, et vous allez vous dire non, non, mais je ne peux pas, je ne suis pas prête et tout, alors qu'en fait, c'est en y allant et en se confrontant, en fait, que finalement, ben voilà, en fait, on pratique et on gagne en confiance. Moi, les gens, ils me disent, mais toi, tu es super à l'aise pour parler et tout. Ben, moi, là, j'étais stressée avant de venir sur ça parce que je me dis, moi, je ne suis pas expert comptable, j'accompagne un peu les entrepreneurs rapidement, mais je ne suis pas une experte de la rentabilité. Mais voilà, je me suis dit, je le fais. Cécile m'a demandé, en fait, est-ce que tu veux bien animer ce webinaire avec moi? Ben, j'ai dit oui. Et je me suis challengée, j'ai fait des recherches. Voilà, on est arrivé à ce petit résultat qui, j'espère, en tout cas, vous plaira. Mais voilà, il faut se lancer aussi, se lancer des petits défis, même si, voilà, on se dit que, voilà, et on apprend toujours. Moi, c'est mon état d'esprit. Ouais. Après, vous Je voulais avez les rajouter, pollueurs. pardon, je Oui, voulais juste rajouter dans les pollueurs mentaux émotionnels, souvent les blessures émotionnelles. Quand on a eu des situations par le passé où on a été très fragilisé, de grosses peurs ou de grosses situations émotionnelles, on a tendance à être dans ces blessures et après à
comment dire, suranticiper des réactions et du coup à se remettre dans les mêmes situations involontairement. Et ça sabote énormément. Donc vraiment, enfin, il faut vraiment se libérer de ça, quoi. Voilà, je te laisse continuer si tu veux. Super. Alors, parmi les pollueurs relationnels, vous avez les clients toxiques ou non rentables, les partenaires peu fiables, l'entourage démotivant ou critique. Parce que voilà, en fait, vous êtes voilà, tout quotidien en contact avec des personnes et voilà, hein, par qui vous êtes entouré. Et l'idée, c'est des fois, si un client, il vous rapporte plus de problèmes que de cash, à un moment, il faut savoir dire, ben non, en fait, on va s'arrêter là et je vais me concentrer sur des clients qui me rapportent vraiment de l'argent. Ça peut être aussi des partenaires, donc ça peut être un ami ou autre, mais l'idée, c'est de se dire, ben, ça ne fonctionne pas. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir faire évoluer mon entreprise. Donc, on va s'arrêter là dans ce partenariat et je vais chercher quelqu'un qui va être plus aligné. On a en fait après aussi des pollueurs financiers, donc ce que j'avais dit au départ, Ouais. la sous-capitalisation. Marielle, pardon, je voulais rajouter du syndrome du sauveur aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire gratuitement parce que pour aider, non mais la personne en avait vraiment besoin, etc. Oui, mais si vous ne survivez pas financièrement, vous ne pourrez pas aider les autres très longtemps. Donc déjà, avant de sauver les autres, stabilisez-vous vous-même. Ça, je voulais vraiment, parce que je le vois beaucoup trop. Et je voulais parler aussi un peu de la période lune de miel et un peu le côté blessure d'ego dans ce que j'appelle c'est-à-dire qu'on cherche à avoir beaucoup de followers, beaucoup de reconnaissance, etc. Et on dit, ah, mais il y a un nouveau projet, ah non, mais ça va être super, etc. Ah non, mais je suis sollicitée sur ça, mais en fait, des choses de bénévolat. Et en fait, ils vont derrière, on va dire, aller un peu penser votre ego, mais pas forcément votre compte en banque. Et ça, c'est très, très, très nocif aussi pour la rentabilité. Donc ça se travaille, pareil. Euh, Mais c'est vraiment important parce que c'est souvent au cœur des comment dire, des fragilités d'entreprise. C'est ça. Même Mais si- aussi même la gratuité, c'est-à-dire qu'en fait, faut vraiment donner de la valeur à ce que vous faites, ce que vous produisez et même ce que vous êtes. C'est-à-dire que là, vous vous dites non, mais je vais faire ça, je vais commencer, je vais mettre pas trop cher et tout. Mais en gros, c'est aussi la valeur, on va en voir ça dans 2 minutes, mais c'est vous, votre valeur personnelle sur ce que vous offrez et ça a une valeur. Et c'est vrai que voilà, on a tendance des fois à se dire non, c'est un peu plus petit. Il faut savoir aussi incarner et prendre sa place et reconnaître qu'en fait, moi, je dis ça, hein, je prenais cet exemple-là bon, c'est une petite boutade. Ouais, je disais en gros, voilà, je suis un sac Chanel, je vaux 10 000 euros. Je veux bien pour certaines personnes faire une ristourne, mais je coûte 10 000 euros. Et si tu peux pas, ben, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, je suis alignée en fait avec ce que je propose, que je sais que ce que je propose, ça vaut tant. Maintenant, on peut s'arranger autre, mais il faut incarner en fait ce que vous voulez. En pollueur financier, donc j'avais mis donc, la sous-capitalisation au démarrage, les délais de paiement trop longs, la mauvaise gestion de trésorerie. Alors, c'est sûr qu'en fait, voilà, vous avez. Alors, je vais juste faire un truc. Si vous avez des paiements en comptant, bah, c'est pratique. Mais si derrière, vous pratiquez des délais de paiement pour vos clients, des fois, en fait, ils ne vont pas vous payer tout de suite. Je sais que c'est compliqué aussi de faire des relances parce qu'on se dit oui, mais c'est un gros client, j'ai pas envie de le perdre. Si je mets en place un huissier ou autre, voilà. Donc, en gros, anticiper tous ces choses-là, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir les acomptes. Et puis derrière, en fait, voilà, après, on ne peut pas tout régler dans le processus pour les impayés, mais en tout cas, sécuriser au maximum votre trésorerie pour que vous puissiez vous-même payer vos prestataires et autres. Et puis, les pollueurs organisationnels, donc voilà, les retards de facturation et de relance, parce que des fois, en fait, vous avez un super chiffre d'affaires, le devis, il est signé, donc oui, c'est rentré, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas facturé. Donc, si vous ne facturez pas, la personne ne va pas vous payer. Le manque de process, la désorganisation, les priorités, c'est-à-dire, voilà, est-ce que je passe du temps à faire mes réseaux sociaux ou est-ce que derrière, en fait, est-ce que je ne devrais pas plutôt faire de la prospection, de prendre mon téléphone, de relancer un mailing, voilà, en fait, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, toutes mes actions sont guidées, je fais rentrer du cash maintenant parce que j'en ai besoin. Cécile, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou pas. Oui, bah en fait, des fois aussi dans les pollueurs organisationnels, on en parle peu, mais il y a aussi des personnes qui vont être sur des jeux de téléphone ou à scroller sur les réseaux sociaux, un peu en mode une sorte de façon de s'échapper cognitivement parce qu'il y a tellement de choses à gérer. Mais ça c'est aussi chronophage. Ou à regarder, il y a une entrepreneuse qui m'a avoué la dernière fois qu'il y a des jours où elle passe 3 heures d'affilée à regarder des séries sur Netflix parce qu'elle a peur de s'y mettre.
et que du coup, après, elle s'y met, mais du coup, elle n'a pas le temps, il faut aller chercher les enfants, il faut aller gérer. Et au final, son temps de travail est divisé par 2 à cause de ça, parce que derrière, il y a la peur de faire l'action, parce que peur de se tromper, etc. Donc, ça sera toujours plus efficace de le faire, quitte à demander de l'avis de quelqu'un d'autre, quitte à revenir dessus, plutôt que de fuir en faisant autre chose et après d'être vraiment coincé, quoi. Voilà. Donc, je Et sais que puis c'est c'est pas surtout facile. le temps, c'est de l'argent et c'est une vraie richesse. C'est-à-dire qu'aussi votre temps, moi, c'est bien des fois que je vous conseille même de faire l'exercice sur une journée ou sur une semaine, noter tout ce que vous faites. Et parce que quand on dit j'ai pas le temps, moi, comme je dis aux gens, c'est pas vrai. Tu ne prends pas le temps. C'est pas que C'est tu n'as vrai. pas de temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Donc ça veut dire derrière, qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que quand on veut, C'est alors, ça. si on veut, on peut pas, mais en tout cas, quand il y a une volonté de faire, en tout cas, on va se donner les moyens pour. Du coup, dernière slide, et je pense qu'on a fini après. Voilà, en fait, pour conclure, bah, c'est adopter le bon mindset entrepreneurial. Vas-y, tu mets la slide suivante. Donc, avec ces 5 compétences qui me semblent être vraiment clés, l'ouverture d'esprit, apprendre et oser, ça, c'est pas toujours le plus facile, mais la constance, avancer avec discipline, autodiscipline, même j'ai envie de dire, et de respect de ses engagements et puis de ses erreurs quand il y a besoin. L'estime, de croire en sa valeur, l'estime de soi, l'estime de son travail aussi, respecter et faire respecter son travail. Alignement et assertivité, c'est de poser ses limites et de choisir ses priorités, on vient d'en parler. Et la navigation émotionnelle, de garder le cap malgré les vagues, les tempêtes, les traversées du désert. Tout le monde en a, faut pas croire, c'est inévitable. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est surtout qu'est-ce qu'on en fait, comment on réagit face à ça. Et je rajoute un petit, par rapport à ça, la navigation émotionnelle des femmes, selon leur période, leur cycle hormonal est souvent aussi très impacté, selon en plus si on a des troubles particuliers. En période périménopause, ménopause, ça peut être encore plus accentué. Donc, on apprend à se connaître, on se respecte et on anticipe ça. On ne se met pas de gros challenges en période critique hormonalement, où on évite au maximum. On essaie d'organiser notre temps de travail sur les périodes où on sait qu'on va être pleinement efficiente, y compris dans les horaires de la journée, si nécessaire, et dans les conditions. Il y a peut-être des périodes où vous acceptiez plus d'être à la chaleur, et il y a peut-être des périodes de votre vie où vous ne supportez plus du tout la chaleur. Mais dans ce cas-là, ok, on fait comment on peut gérer ça pour être encore plus efficiente et quand même se respecter. Voilà. Alors, moi, je vais alors vous poser des petites questions qui piquent par rapport à ça. Donc, en fait, reviens en arrière, juste pour moi. Ah, Donc, sur la partie d'ouverture, question à se poser. Qu'est-ce que je peux apprendre ou essayer de nouveau pour faire évoluer mon business? Une autre question, est-ce que j'ai tendance à repousser les opportunités par peur de ne pas savoir faire? En termes de constance, est-ce que mes habitudes quotidiennes reflètent la femme entrepreneur que j'aspire à être? Et si j'étais salariée de ma propre entreprise, est-ce que je me garderais ou est-ce que je me licencierais? En termes d'estime, est-ce que je me comporte comme la première ambassadrice de mon entreprise? Et, notre question, combien de fois est-ce que j'ai baissé mes prix par peur de déplaire ou par peur parce que c'était pas, je pensais que c'était trop? En termes d'assertivité et d'alignement, donc voilà, donc sa question c'est, est-ce que je pose des limites claires dans mon activité? Et combien d'énergie je perds à dire oui à ce qui ne me correspond pas? C'est-à-dire, est-ce que je dis oui aux autres, mais je me dis non à moi-même? Et puis, autre question sur la navigation émotionnelle, c'est comment est-ce que je prends soin de moi quand tout ne va pas comme prévu? Et est-ce que je laisse les émotions diriger les décisions professionnelles? Voilà, c'est des petites questions comme ça d'ouverture pour aller plus loin. Et puis, si vous avez des questions, ben, voilà, on a encore, je ne sais pas combien de temps, peut-être 5 minutes à peu près par rapport au timing. 5 minutes. Donc voilà, donc en fait, donc, les questions par rapport au replay dans le chat, vous allez trouver les liens du compte Instagram Carrefour Entrepreneuriat. On vous invite à vous abonner, comme ça vous aurez toutes les actualités, toutes les infos, même d'autres événements gratuits qu'on organise. Et puis aussi les liens vers les différents partenaires qui co-organisent l'événement, notamment donc les Amazones dont on a parlé et 60 000 rebonds pour les parties entreprises en grande difficulté. Et le réseau Lila aussi sur les entrepreneuses qui sont immatriculées.
Vous pourrez faire une capture d'écran du replay. Voilà, ce sera plus simple. Merci de Alors, votre attention. On a quelques petites minutes pour éventuellement des questions, des précisions. Alors, oui, il y a juste... Frédéric, tu peux mettre aussi le formulaire là d'impact, s'il te plaît. Non, Anna me l'a pas donné, Ah, elle va l'envoyer après. ah, d'accord. Donc, vous allez Ouais. recevoir un formulaire par la suite qui nous permet, nous, de justifier auprès des financeurs de l'importance de ces actions. Et du coup, plus vous le remplissez et plus nous, on est soutenus pour pouvoir vous reproposer des événements identiques. Donc, c'est 2 minutes de votre temps, mais derrière, c'est beaucoup de bénéfices pour mieux être informé et préparé. Donc, s'il vous plaît, de le faire, c'est vraiment nécessaire. Merci pour vos retours. Nous sommes ravis. Oui, le oui, il replay y a un sera replay. personnes inscrites donc si ce n'est pas encore fait, vous pouvez encore le faire sur la billetterie. Est-ce que alors je remets le lien de la billetterie, celles qui sont éventuellement arrivées par d'autres canaux, je remets le lien et c'est les personnes inscrites, vous recevrez dès début novembre le lien. Et puis si vous connaissez d'autres personnes qui peuvent être intéressées, vous pouvez leur partager également. Il y en a encore cet après-midi et demain toute la journée. La semaine prochaine, il y aura toute une série de visios sur les dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat, sur les financements, les accompagnements avant la création, après la création et sur les difficultés des entreprises. Au total, il y a plus de 80 dispositifs qui seront présentés, donc vraiment une grande richesse qui vient vraiment en complément de ce qu'il y a sur les étoiles. Donc, on vous invite aussi à vous inscrire. On vous enverra le lien voilà, de tout ça. Merci pour votre participation. Merci Marielle pour ces échanges riches. Et merci Avec à toutes. plaisir. Et prenez soin de vous, surtout. Prenez étape par étape, mais surtout préservez-vous, c'est le plus important. Merci Catherine. Bonne fin de journée, bon appétit à vous. Au revoir. Au revoir.